Eh bien, quand on a terminé la partie française de notre front page, on se fait le petit Focus Pulps. Et le Focus Pulps, qu'est-ce que c'est? Donc, on vous l'a dit, c'est dans le cadre de notre partenariat avec l'ancienne Pulps. C'est de vous proposer des précommandes de comics VO, donc des lancements de séries ou de mini-séries avec un prix de lancement, c'est-à-dire généralement simplement 1 euro moins cher que le prix qui est marqué sur la couverture. On fait cette sélection chaque mois en concertation avec Arnaud de Pulps, où en fait on regarde les alors on est 2 personnes différentes, on a le même prénom mais en plus ça s'écrit pas pareil, parce que pour le coup moi c'est AUD alors que lui c'est O, et donc en concertation tous les deux. Quoi? Parce que toi t'écris ton pseudo avec un O. Oui mais je sais, mais du coup dans l'orthographe. Et du coup, ça s'écrit pareil. Civil, mais non, tu dis n'importe quoi. On n'est pas la même personne. Je ne suis pas le gérant de Pulps caché. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que on en discute chaque mois avec Corentin. On dit bon, il y a ça et ça qui nous intéresse. On se trouve qu'on a envie d'en parler. Et après, Arnaud nous valide ou pas, ou on en rediscute et on définit donc 3 titres sur lesquels on a de bonnes raisons de penser que ça pourrait être des bonnes lectures, et dans le cas, on propose ce prix de lancement pour vous inciter à y aller. Le premier, Corentin, c'est peut-être le plus obscur, on va dire, c'est Profane. Donc c'est une nouvelle série de Peter Milligan. D'ailleurs, ce Focus Pop sera peut-être un peu plus long, parce que vu qu'on n'avait pas parlé de ces comics dans un front page parce qu'ils n'avaient pas encore été annoncés quand on avait enregistré la dernière émission, on va pouvoir juste un petit peu parler du projet comme ça, quoi. Alors oui. Profane, qu'est-ce que c'est et pourquoi on a choisi de le mettre dans le focus? Alors Profane, c'est Peter Milligan qui s'invite chez Boom Studios pour une nouvelle création originale. Donc Peter Milligan qui est fameusement le grand scénariste qui a lancé l'excellente série Shade the Changing Man à l'époque des premières années de ce qui sera Vertigo plus tard, et qui a surtout signé le premier vrai comics Vertigo qui était Enigma, avec Duncan Fregredo qui est un chef-d'œuvre exceptionnel, qui a beaucoup travaillé aussi avec Brendan McCarthy, le futur scénariste plus tard de Mad Max Fury Road, notamment pour Rogan Gauche, pour Face aussi je crois, qui est un scénariste spécialiste de l'horreur, du polar, du surréalisme souvent un peu cronenbergien, c'est-à-dire que c'est souvent des histoires qui sont assez chargées au point que le héros finit par douter un peu de sa réalité ou du rapport qu'il a à son corps ou aux autres, et toujours un peu de péter un petit câble. Milligan, il a une actualité chargée quand même depuis quelques années, il fait beaucoup de projets de création originale, il a fait Out of Body, il avait fait une romance aussi qui était liée à son état mental pendant le Covid, beaucoup chez Aftershock et chez West Studios, donc là il débarque chez Boom pour une nouvelle création originale, avec un artiste qui s'appelle Raúl Fernandez, qui lui a fait beaucoup de détective comics. Donc l'objectif c'est de faire un polar dans le style en fait de ce qu'on qualifiait de film noir, en fait de roman noir, avec un détective privé en imperméable, une ville suffocante, angoissante, qui en l'occurrence n'est pas New York mais Los Angeles, où en fait un privé va mener une enquête et réaliser peu à peu que les éléments de ce qui se passe dans cette enquête renvoient à un écrivain qui est spécialiste de fiction noire, de fiction détective, et en enquêtant un peu plus loin, il va réaliser qu'en fait l'écrivain connaît des détails de sa vie, voire en fait que peut-être que ce serait même lui le héros en fait des histoires qu'écrivait l'écrivain, donc rapport métafiction, mise en abîme, relationnel entre l'auteur et la création, etc. Ce qui n'est pas un truc tout à fait nouveau pour le roman noir, mais Milligan il est fort dans ce répertoire-là, c'est un peu une de ses spécialités. Alors l'autre spécialité de Milligan, c'est aussi souvent de mettre du sexe dans ses BD, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Très triste. C'est très triste, ouais. Pour moi là, c'est notamment fait The Discipline et The Names, qui était alors d'un côté un truc qui était vraiment un thriller érotique, de l'autre plus une espèce d'enquête dans les mondes boursiers, on va dire, et sur les 1% et tout. Avec Leandro Fernandez. Tout à fait. À chaque fois, c'était vraiment génial ce qu'il avait fait. Ouais, carrément. Ouais. Et pareil pour Screamer et Bronx Kill. Donc voilà un grand auteur en fait qui est pas aussi connu pas aussi célébré, on va dire, que sa génération à lui, qui était donc les Garth Ennis, les Warren Ellis, les Alan Moore, tous les mecs qui en fait ont posé les jalons de ce qui sera ensuite plus tard Vertigo, ou les Grant Morrison évidemment. Est-ce que c'est parce qu'il a fait des trucs qui seraient trop perchés par rapport à... C'est possible, en fait, il a pas cherché à faire du grand public, il a quelques grandes histoires à la ceinture, évidemment, Animal Man notamment, mais c'est vrai qu'il a pas forcément voulu rebondir après, comme Morrison par exemple, en se convertissant sur une grosse série de super-héros qui aurait pu le faire découvrir au grand public. Il a très vite migré vers les créations originales, l'indé, et c'est devenu un peu son cheval de bataille. Depuis très longtemps, il fait plus que ça. En fait, quelque part, par rapport à Ennis ou Morrison, en fait, lui ne s'est pas vendu aux super-héros. C'est une façon de le voir. Je pense pas que Garth Ennis te dirait pas qu'il s'est vendu aux super-héros, et Grant Morrison te dirait que IL a écrit les plus belles pages de DC Comics dans les années 2000, et IL aurait carrément raison. Faire de la provoque gratos. Mais effectivement, Milligan, moi, c'est un peu un regret, parce que effectivement, dans cette génération de grands scénaristes, de grandes scénaristes,
il fait partie des meilleurs. Peter Milligan, c'est quand même, voilà, c'est l'un des pères fondateurs d'un genre de fiction entier. Et aujourd'hui, il continue à produire assez régulièrement, mais un peu dans l'anonymat. Alors là, c'est plutôt une mini-série, là où les projets précédents étaient quand même assez courts, hein. C'était des trucs en 2 numéros, voire en one-shot. On sent aussi une envie chez lui de revenir à un truc un peu plus essentialiste. C'est-à-dire le rôle, justement, de l'auteur, le rôle du détective privé dans le polar. Pas un mec qui, enfin, il y a des premiers croquis qui ont été publiés, et ça a l'air assez joli. Donc, moi, je suis toujours client pour ce que fait ce bon monsieur. Très bien, donc ça fait partie de nos titres en sélection Focus Pulps. Vous pouvez simplement le regarder dans la description de notre podcast, il y a les liens qui vous renvoient sur la page de précommande, donc sachant que voilà, c'est un premier numéro sur 5 à 2,49€, voilà, donc c'est vraiment pour vous inciter à vous lancer dans une lecture, et on espère en tout cas que ça vous plaira. D'ailleurs, on a les premiers, quand on a lancé le Focus Pulps, c'était pour les sorties de mars. Faudrait qu'on fasse un retour du coup sur ces titres-là pour dire est-ce qu'on avait eu raison de dire que c'était bien ou pas. Bah dans l'ensemble, si je me rappelle bien, on avait eu raison. Ouais. Ouais, je crois aussi. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas fait, c'est clair on va jamais dire, ah non, franchement, c'est nul. Désolé de vous l'avoir fait acheter, les gars. Ouais, c'est ça. Pardon, c'est nous. Non. On fera plus. Donc, le deuxième titre choisi, c'est aussi de l'indé. Ce sera Mamaroth, en particulier, dès qu'il a été annoncé. C'est le nom de la série, ça? Non, c'est pas ça. Dès que j'ai dès qu'il a été annoncé, j'ai su qu'il serait dans le focus. Ça s'appelle Precious Metal. C'est écrit par Darcy Van Polgist et c'est dessiné par Ian Bertram. Et c'est une préquelle d'un titre que vous avez peut-être lu à l'époque, c'était sorti en 2019 en VF chez Glénat, qui s'appelle Little Bird. C'était un formidable récit mêlant science-fiction, post-apo, sorte de dark fantasy, enfin c'était de la dark SF, voilà, très violente, une sorte de livre univers en fait qui dévoilait à la fois son histoire autour d'un monde qui a été complètement mis sous le joug d'une secte religieuse, le New Vatican, qui est devenu étatique en fait, et voilà, et en fait un gamin qui est la cible de cet ordre religieux avec par un daron de substitution qui va vouloir le protéger. C'est extrêmement violent, extrêmement sombre, mais surtout dans chaque page, toutes les 2 pages en fait, il y a des nouveaux concepts en fait qui arrivent à la fois dans le chara design, dans le creature design, parce qu'il y a aussi un côté très body horror, la façon dont tout le pays en fait s'est restructuré, dont les corps fonctionnent, les machines, tout ça. Bref, c'est un porno visuel incroyable. Moi, c'est une de mes lectures les plus marquantes de ces dernières années, et ça faisait en fait depuis 2020 que Precious Metal avait été annoncé chez Image Comics. À l'époque, moi c'était marrant parce que je retrouvais pas l'article sur Comics Blog, mais parce qu'en fait c'était tombé pendant la petite fenêtre sur laquelle on n'avait plus de médias pour rédiger. J'avais du coup fait lancer une chronique tout ce qui s'est passé dans l'indé sur Medium, et donc ça avait été annoncé à cette époque-là, c'était en septembre 2020, ça avait été annoncé pour 2021, donc il a fallu 3 ans supplémentaires pour que vraiment le projet voie le jour. Donc ce sera une préquelle en fait de Little Bird, où en fait ça va se dérouler 35 ans avant, et en fait faut savoir aussi que dans cet univers-là il y a tout un système en fait de puces qui permettent d'augmenter, enfin de transhumanisme et tout ça. En fait, on va suivre un monsieur qui s'appelle Max Weaver, qui est chasseur en fait de ce genre de puces, en fait, de ce genre d'éléments d'augmentation du corps humain, et qui va tomber sur en fait un enfant qui est également convoité, dont en fait lui va devoir s'assurer qu'il ne soit pas retrouvé. Ça c'est un peu le pitch de départ. On n'en sait pas trop plus, surtout, mais sinon que chaque numéro sera à pagination double. Donc ça va faire un total sur les 6 de 300 pages quasiment quoi. Donc ultra chaud. Ultra méga. Voilà, comme Ultra Mega, pour moi, ouais, on est dans le même style de registre où c'est des univers qui sont ultra marquants et ultra violents, visuels, voilà, très très. C'est peut-être le point de liant qu'il y a, oui. Pourquoi j'aime absolument. Je pose la question. Ouais, j'aime tant ces titres. Et voilà, c'est vraiment Little Bird. S'il est toujours dispo chez Glénat, je vous invite à le découvrir, vraiment. Et voilà, Precious Metal. Voilà. Ouais, si vous voyez pas Ian Bertram, parce qu'il a pas fait grand chose. Avant... Il fait peu de sujets. Il a fait dans l'antre de la pénitence avec House of Penance avec Tomasi, ouais, tout à fait. Qui est aussi incroyable, un titre d'horreur. Mais graphiquement, c'est vraiment en fait une sorte de croisement très réussi entre Raphaël Grampa, parce qu'il y a ces espèces de bouts très rondes, ces regards très expressifs et Johan assez Sfar dérangeants. aussi. Johan Sfar, effectivement, au niveau d'utilisation des traits qui font très Moebius aussi, avec les petits traits qui font des détails, des ombrages, et avec la violence et la folie d'un Nick Pitara, en fait. Nick Pitara, qui est lui-même un des élèves de Quitely et de Darrow, qui fait des BD ultra violentes avec des énormes déchirures, des grosses haches, des personnages
qui sont pas du tout raccord aux proportions morphologiques classiques. Et vraiment graphiquement c'est un vrai plaisir. Il y a même un petit peu d'automo je trouve par endroit, notamment par rapport au bébé un peu surdoué, enfin un peu surhumain et tout. Grave. Donc ouais, carrément pareil, je suis chaud comme toi. J'ai découvert Little Bird grâce à Arnaud qui m'a prêté son exemplaire et je vous la recommande moi aussi. Voilà. Toute l'équipe de First Print c'est ça. À l'unisson. Elle est à l'unisson. Non, voilà, mais vraiment, je pense que clairement, ce sera mon ultra méga de cette année, quoi. Je pense qu'il y a pas trop de doute là-dessus. Et le troisième titre, c'est chez DC, c'est du Zatanna. Du Zatanna dans le Black Label. Donc ça, on en avait parlé dans le dernier front page. Donc c'est Mariko Tamaki avec Javier Rodriguez. Ouais, tout à fait. Alors, on en avait déjà parlé, effectivement. Le Black Label, c'est un peu devenu le néo-Vertigo, on va dire, dans le sens où ça permet à des grands auteurs de s'exprimer avec les personnages de DC Comics. Donc Vertigo au sens Constantine, Swamp Thing, Animal Man et compagnie, pas au sens création originale, évidemment. Avec des formats plus serrés en plus qui n'engagent pas sur du très long terme. Là, on est comme d'hab dans une mini en 3. Étendue. Non, 5. 5 Ouais, elle est plus longue, que celle-là, ouais. Donc qui va être un petit peu l'occasion de voir Zatanna sous un angle différent, puisque là, en fait, la sorcière a réalisé un sort qui a modifié rétroactivement sa vie. Et elle a décidé que la magie c'était trop dangereux, donc maintenant elle ne fait plus que du spectacle de prestidigitation. Et évidemment, comme c'est souvent le cas avec les super-héros, son passé va la rattraper, et elle va être obligée de se remettre aux affaires. Donc exploration de la jeunesse de Zatanna sous un angle un peu nouveau. Mariko Tamaki, grande scénariste de l'industrie moderne. Javier Rodriguez qu'on avait déjà vu sur History of the Marvel Universe, qui est un super dessinateur. Pareil, qui a un trait extrêmement expressif, qui tirerait plutôt du côté un peu Tradmore de la Force, on va dire. Enfin, l'inverse est vrai parce que les deux sont plus ou moins arrivés en même temps sur le marché. Ouais, un trait assez expressif, assez surréaliste. On est content de voir que le Black Label ne fait pas que du Batman ou du Gotham City compatible. C'est aussi là que voilà, DC Comics met les meilleurs éléments et on voit bien que ça permet aussi à des mecs qui sont en contrat chez DC généralement comme Joshua Williamson de faire des trucs plus intéressants, plus intelligents avec moins de barrières, ne pas avoir besoin de s'embêter avec la continuité. Et parallèlement à ça, Zatanna est un peu en train de revenir, parce qu'à côté de ça, elle a eu droit à 2 romans graphiques jeunesse. On sent quand même que le personnage, il est apprécié par tout le monde. La première couverture, elle est juste magnifique. Zatanna elle-même est un personnage magnifique, de toute façon. Donc on est assez content. Moi, je suis content. Arnaud, je sais pas ce que t'en penses. Pas grave content aussi. C'est une équipe sur les 2 plans dont j'ai apprécié la majorité des œuvres en tout cas. Mariko Tamaki, moi j'ai toujours en mémoire son Supergirl Being Super qui m'avait génial, fortement. Qui était un peu une sorte d'ancêtre du Black Label en fait quelque part. Ouais, complètement. C'était une série d'autrices avec pas de continuité et pour raconter un truc beaucoup plus personnel que la plupart des histoires de super-héros classiques. Ouais, non, mais qui était vraiment formidable. Javier aussi Rodriguez, j'aime beaucoup son dessin, la palette de couleurs qui est généralement utilisée par ses collaborateurs aussi, qui est vraiment super cool. Donc l'un dans l'autre, là aussi, c'est en fait, t'additionnes des facteurs. Là, t'as un pitch, t'as de la framboise. Normalement, ça fait un pitch à la framboise, quoi. Il y a vraiment pas de mystère. Ça devrait être de la bonne lecture. On note aussi que dans la sélection, il y a le Batman Gotham by Gaslight The Kryptonian Age, qui est également proposé. Il n'est pas dans notre sélection telle quelle, mais on permet de le mentionner quand même, puisque juste que je trouve ça cool sur le principe. C'est Andy Deagle qui est au scénario et Leandro Fernandez dont on parlait juste avant au dessin. C'est quand même aussi une équipe créative plutôt solide pour cette suite à Gotham by Gaslight, le premier Elseworld tel quel de DC Comics, et justement c'est le premier qui a eu le label vraiment, tu vois. Mais concrètement en fait DC remet en avant les Elseworlds avec pas mal de titres cette année, et je pense que ça quasiment. Ouais, ça mérite en fait qu'on s'y intéresse. Donc il est également dans le Focus Pulp, si on vous encourage à y jeter un œil si ça vous dit. Attention, c'est la 2e suite de Gotham by Gaslight. Oui, c'est la 2e, oui. Oui. Et là justement c'est The Kryptonian Age, parce qu'on va s'intéresser à la place de Superman en fait dans cet univers donc qui réinvente Gotham à l'époque victorienne. Corentin, oui, voilà, c'est notre Focus Pulps de ce mois-ci. Merci Arnaud avec AUD.